Ces montagnes sont situées au milieu du plus grand désert de la Terre, le Sahara. Il traverse toute la largeur de l'Afrique en s'étendant sur une superficie de plus de 7,5 millions de kilomètres carrés. Le froid, la nuit, peut aller jusqu'au gel. Le jour, le soleil frappe avec une intensité telle que c'est ici qu'ont été enregistrés les records mondiaux de chaleur. 58 degrés à l'ombre, bien sûr. Ces températures de fournaise enlèvent toute humidité au sol. Il semble qu'il ne puisse y avoir d'environnement plus hostile à la vie. Et pourtant, il n'en a pas toujours été ainsi. À cet endroit, il y a quelques milliers d'années, des nomades ont fait paître leurs troupeaux. La végétation y était largement suffisante pour subvenir aux besoins d'un grand nombre d'animaux sauvages. Ce vieux cyprès est un survivant de cette époque de la fin de la dernière ère glaciaire où se produisirent les grands changements climatiques qui privèrent le Sahara de ses pluies. Pour comprendre pourquoi ces régions sont désertiques, observons le Sahara à partir de l'ouest. L'équateur traverse l'Afrique sur toute sa largeur. Tout au long de cette ligne, les rayons du soleil frappent la Terre perpendiculairement, donc avec un maximum d'intensité. L'air chaud monte au-dessus de l'équateur et se divise en deux masses, une partie se déplaçant vers le nord, l'autre vers le sud, vers les zones plus froides du globe. Parce qu'il est chaud, cet air transporte un maximum d'humidité. En s'élevant et se rafraîchit, l'humidité se condense et retombe sous forme de pluie. Lorsque l'air redescendra à gauche sur le Sahara, à droite sur le Kalahari, il aura perdu l'essentiel de son humidité et ne formera plus que de très faibles nuages. Les déserts seront brûlants tant que luira le soleil. La nuit par contre, faute de couverture nuageuse capable de conserver la chaleur du jour, ils se refroidiront à l'extrême. Ce n'est qu'au coucher du soleil que l'on découvre les habitants du Sahara. Une hyène rayée, l'un des animaux les plus communs et les plus grands du désert dans cette partie du monde. Ici, un fennec. Le fennec est un animal particulièrement sociable qui apprécie la vie de famille. Lorsque la lune apparaît, beaucoup d'autres créatures se manifestent. Un gecko. Exactement ce que recherche le fennec. Une gerboise, elle aussi à la recherche de nourriture, des graines. Et un autre petit amateur de graines, la gerbille. Un caracal, une sorte de félin qui aime à la fois les gerbilles et les gerboises. C'est la nuit que l'on peut repérer le plus facilement l'un des animaux les plus caractéristiques du désert. Il vit dans les dunes du Namib, dans le sud-ouest africain. Ces traces révèlent où il a creusé à la recherche d'une proie. Et en creusant soi-même, très vite, on peut en attraper un. Le voici. C'est une taupe dorée. Un bébé taupe. Comme ses parents, elle est complètement aveugle. Les yeux sont inutiles à l'intérieur du sable. Comme d'ailleurs les oreilles. Elle n'en a pas. Sa tête est prolongée par un petit morceau de chair assez dur, avec lequel elle se ferait un chemin à travers les dunes, ou éventuellement à travers mes doigts. Les taupes dorées mangent des proies relativement grandes, comme certains serpents ou lézards,
ou de plus petits animaux qui errent avec trop d'insouciance à la surface. Voilà un criquet bien imprudent. Avec le retour du soleil, le désert se réchauffe très rapidement. Les mammifères actifs durant la nuit vont se chercher un abri et céder le terrain à d'autres créatures qui reçoivent la chaleur directement du soleil, les reptiles. Nous nous trouvons dans le désert de l'Arizona, à l'ouest des États-Unis, où l'on peut observer un autre habitant très curieux du désert. C'est un monstre de Gila, un des 2 lézards venimeux au monde. En fait, il est encore tôt le matin. Très rapidement, la chaleur l'obligera, lui aussi, à trouver un coin à l'ombre. Ainsi, il ne peut chasser que pendant de très courtes périodes, à l'aube ou au crépuscule. Sa victime, cette fois, est une souris du désert. Le soleil est à présent levé depuis plusieurs heures et à la fraîcheur de la nuit a succédé la chaleur torride. Les reptiles se cherchent un abri. Rester au frais pendant la journée est un grave problème aussi pour les oiseaux qui nichent dans le désert. Le coucou terrestre d'Amérique, ou coureur de route, l'a résolu d'une remarquable façon. Celui-ci apporte une cigale à ses petits. Avant que le poussin l'ingurgite, le parent nourricier extrait un liquide de son estomac et le laisse couler, goutte à goutte, le long de son bec. Ainsi, avant chaque repas, chaque petit reçoit à boire, de gré ou de force. Durant le jour, les parents se couchent sur le nid. Non pour réchauffer les oisillons, bien sûr, mais au contraire, pour les protéger de la chaleur. Et pour s'abriter eux-mêmes, ils utilisent leur queue comme parasol. Certains organismes ne peuvent évidemment échapper aux rayons du soleil. Les plantes sont obligées de les endurer tout au long de la journée, mais chacune d'elles a ses moyens propres de résistance. Ce hou du désert a des feuilles qui poussent suivant un angle de 70 degrés. Quand il fait moins chaud, tôt le matin et le soir, la plante présente largement la face de ses feuilles pour recueillir un maximum de lumière. Pendant la journée, au contraire, elle n'en expose que les bords repliés pour les protéger du soleil. Enfin, la plante absorbe le sel contenu dans le sol et elle l'excrète à la surface de ses feuilles sous forme d'une couche blanche qui réfléchit la lumière et la chaleur et qui conserve ainsi à la plante un maximum de fraîcheur. Au sud de la Californie, les buissons de créosote peuvent se passer d'eau pendant 10 ans. En Arizona, par contre, les pluies sont plus fréquentes et les plantes poussent en plus grand nombre. Pour beaucoup d'entre nous, le véritable symbole des déserts, c'est le cactus. En fait, cette famille de plantes à tiges charnues ne se trouve que sur le continent américain. Il en existe plusieurs centaines d'espèces, dont la plus grande est le saguaro.
Sa tige est plissée comme un accordéon. Ainsi, lorsqu'il pleut, le cactus s'étend pour absorber un maximum d'eau. Ses feuilles se sont transformées en épines, réduisant ainsi la surface par laquelle l'eau pourrait s'évaporer. La tige elle-même est verte, car elle est riche en chlorophylle, le pigment qui lui permet d'effectuer le travail de photosynthèse dévolu généralement aux feuilles. Les épines protègent les jeunes pousses des ruminants, mais elles limitent également l'effet du vent sur la plante et donc l'évaporation de son humidité à partir de la tige. Les grands déserts de sable en Arabie, en Australie, au Sahara, ont découragé les voyageurs les plus intrépides. Peu de gens sont parvenus à survivre dans ces contrées pendant une période prolongée, sans aide extérieure. Certains y effectuent cependant des voyages réguliers. Ceux-ci sont des Touaregs. Ils traversent le Sahara de bout en bout, transportant des pains de sel qu'ils négocieront en échange d'étoffes, de grains et de dattes. Mais même les Touaregs ne pourraient effectuer ces voyages sans l'aide d'un animal, spécialiste du désert, le dromadaire. Les dromadaires sont merveilleusement adaptés à cet environnement. Ils n'ont que 2 orteils réunis par une membrane, ce qui leur permet de marcher dans le sable sans s'enfoncer profondément. Ils ont la faculté de se boucher les narines pour se protéger des vents de sable. Leur pelage se limite au sommet de leur corps, afin de les protéger de la brûlure du soleil. Ailleurs, leur peau est pratiquement glabre, pour éliminer au mieux la chaleur interne de leur corps. Ils n'ont pas de réserve d'eau liquide, mais leur bosse est remplie de graisse qui, brûlée par le métabolisme, libère l'eau qui entre dans leur composition chimique. Ces graisses sont aussi d'ailleurs une source d'énergie, c'est pourquoi le dromadaire ne puise dans cette double réserve qu'en cas d'extrême nécessité. En fait, cet animal peut vivre sans eau 4 fois plus longtemps qu'un âne et 10 fois plus longtemps qu'un homme. Mais finalement, même un dromadaire doit boire. À quelques rares endroits dans le Sahara, il est possible de trouver de l'eau en creusant très profondément dans le sol. Là, les dromadaires peuvent remplir leurs estomacs et il en faut beaucoup pour les désaltérer. Dans tous les déserts de la Terre, la pluie est un phénomène très irrégulier. La plupart du temps, les nuages qui se forment en altitude s'éloignent sans éclater, laissant la terre aride. Mais lorsqu'enfin la pluie tombe, en quelques secondes, la nature déclenche un processus d'urgence. 1 ou 2 gouttes suffisent à activer les tiges desséchées. Aucune de ces plantes n'est vivante. Leurs mouvements sont simplement dus au gonflement de leurs tissus morts, absorbant l'eau. Tuées par le soleil, elles ont su conserver leurs graines en sécurité pendant la sécheresse. Maintenant que la pluie leur donne une chance de germination, elle les restitue à la lumière. Pour certaines plantes, le poids des gouttes d'eau suffit à déloger leurs graines. D'autres utilisent pour les éjecter une réaction physique provoquée par l'absorption de la pluie. Dès qu'elle est au sol, la graine commence à bouger. Ces barbes gorgées d'eau se gonflent, se raidissent, permettant à la graine de se placer en bonne position, de manière que ses radicules puissent pointer directement vers le sol.
Parfois, dans le désert de l'Arizona, ces pluies très rares se transforment en déluge. Alors, la physionomie du désert se transforme complètement. Ces masses d'eau révèlent la présence cachée de nouveaux habitants. Celui-ci est un pélobate, un crapaud fuisseur. Les mâles sont les premiers à sortir du sol, où ils s'étaient enterrés il y a 1 an et plus. Rapidement, ils se dirigent vers l'une des mares éphémères créées par la pluie et ils appellent les femelles. En 24 heures, les œufs sont pondus, fécondés et commencent à éclore. Le lendemain, la mare est remplie de têtards. D'autres créatures sont apparues, comme surgies du néant. Des crevettes provenant d'œufs minuscules transportés par le vent, mêlés aux tourbillons de poussière. Les têtards se développent très vite, se nourrissant d'algues et de bactéries abondant dans ces mares. D'autres individus, nés de la même couvée, développent des têtes plus massives, des mâchoires plus puissantes. Ils sont devenus des carnivores, qui vont jusqu'à dévorer leurs frères encore végétariens. La mare, cependant, rétrécit très vite. 2 jours encore et elle sera pratiquement asséchée. À la dernière minute, une averse apporte un ultime répit. Certains têtards sont à présent dotés de pattes qui leur permettent de quitter la boue, 2 semaines seulement après leur naissance. Parmi ces quelques rescapés, d'autres encore mourront. Mais avec un peu de chance, certains rejoindront les adultes et s'enterreront avec eux afin que le désert les engloutisse, jusqu'à la prochaine averse, sans doute dans de nombreux mois. Après la pluie, pendant quelques semaines, le désert fleurit. Les graines libérées par les plantes brûlées se mettent à germer à une vitesse étonnante. En Arizona, en Australie, au Namib ou au Sahara, les déserts se transforment alors en éphémères tapis multicolores, sans pareil sur la Terre.